L'une des réalisations qui m'a beaucoup poussé, où on m'a beaucoup insulté aussi, c'est celle avec Fali, qui fait le montage du clip Nidia. Okay. Là où il y avait R. Kelly à l'intérieur. Mais tu étais dans une guerre incroyable. Vraiment. Et moi, j'ai dit quand à l'artiste, à Fali, j'ai dit, mais vraiment la pression que je reçois là, il dit, Ozui, faut vivre ma rambonnaise, là. Et bienvenue à notre deuxième épisode du podcast Vision Action, un podcast qui vous pousse à l'action, qui vous booste, qui vous permet de pouvoir passer de la vision vers l'action, qui vous permet de pouvoir matérialiser tout ce que vous avez dans la tête. Aujourd'hui, nous allons recevoir une personne, un invité spécial, une personne généralement qui se trouve dans l'ombre, qui se trouve dans l'obscurité, qui met la lumière sur d'autres personnes. Et aujourd'hui, le podcast a décidé de pouvoir mettre ses projecteurs sur lui pour que vous puissiez les découvrir son travail, les problèmes, les difficultés, comment il réalise tout ce qu'il réalise, comment il arrive à vous donner de l'émotion, à attirer votre attention et à faire en sorte que les images puissent prendre vie. Nous disons bonjour et bienvenue à M. Dan Scott. Bonjour, merci en tout cas pour l'invitation. Merci. Comment vous allez? Très bien, et vous? Oui, ça va bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter un tout petit peu pour que les gens qui nous regardent puissent savoir qui est-ce que vous êtes? En gros, je suis Dan Scott, réalisateur congolais. Je suis né à Brazzaville. J'ai grandi là-bas. Je suis venu à Pointe-Noire en 2003. Et c'est après quelques années que je me suis lancé dans la réalisation. Ok. Quand on entend parler de votre nom, Dan Scott, on doute fort que ça puisse être un Congolais. Quand on entend parler, on penserait peut-être que c'est un Américain, un Norvégien, un Écossais, un Danois. Mais d'où vient le nom de Dan Scott? En fait, en gros, Dan Scott, c'était un peu... Bon, après, on connaît un peu ce que c'est les Congolais. Donc, ils aiment bien ce qui vient d'ailleurs. Okay. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'était pas prémédité. On s'était pas dit que non, je vais m'appeler Dan Scott. En gros, ce qui s'est fait, c'est quoi? C'est que moi, je travaillais dans un cyber. Je travaillais en mode bénévolat. Donc, j'avais des amis avec qui on travaillait dans ce cyber-là. Et il y avait une série qui passait souvent à la télé, sur DRTV, qu'on appelait les frères Scott. Donc, moi, de base, je m'appelle Mananika Don de Dieu. Et dans ma famille, chez moi, à la maison, on m'appelle Don. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que mes amis trouvaient que Don n'avait pas trop de sens. Donc, ils ont enlevé le O, ils ont remplacé par A, ça donnait Dan. Et avec la série Frères Scott qu'on regardait tout le temps à la télé, ils ont remplacé ils ont ajouté le Scott. Donc, du coup, ça a donné Dan Scott. Et après, c'est parti comme ça. Ok, c'est parti comme ça. C'est Dan Scott. C'est bien, ça sonne très bien. Ça sonne très bien, c'est très vendeur. Okay, okay. Parce qu'il faudra vendre et se vendre. Ce qui est important. Très bien. Voilà, la dénomination, ça joue un rôle important. Très bien. Un rôle important. Et puis, alors, dites-nous une petite histoire autour de vous, comment vous avez grandi, ainsi de suite, et comment vous êtes arrivé à devenir réalisateur. Est-ce que vous avez fait ces études? Comment vous êtes arrivé dans ce domaine? En gros, moi de base, je suis autodidacte. Okay. De base, je suis... Donc, un self-made man, comme disent les Américains. Voilà, c'est un peu ça. Donc, en gros, j'ai grandi à mes débuts, j'étais très accro, dès le bas âge aux jeux vidéo. C'est ce qui même fait à ce que je porte des lunettes aujourd'hui, parce que j'étais très accro, j'étais toujours comme ça, devant l'écran, en train de jouer aux jeux. Donc moi, mon rêve, c'était d'être concepteur de jeux vidéo. Moi, ce que je rêvais avant, à l'époque, c'était que j'aille au Japon, parce que c'est là-bas où se développent les plus grands jeux vidéo et tout ça, que je fasse partie de la team de Nintendo, PlayStation et tout ça, ce genre de trucs. Ça, c'était vraiment mon rêve. Et comme à l'époque, c'était un peu... Je réalisais déjà que c'était un peu chaud.
c'était pas facile du tout. Donc du coup, c'est là où, en arrivant à Pointe-Noire, en 2003, je vivais avec mes parents et après, en 2009, je crois bien, j'ai commencé, bon, d'abord, de base, mes parents m'avaient mis, surtout mon père, comme il voyait que j'aimais beaucoup tout ce qui était technologie et tout ça, donc il m'avait inscrit dans des cours d'informatique. Donc, je me débrouillais super bien, j'étais très accro aux ordinateurs, j'aimais beaucoup. Donc, j'ai eu cette facilité-là de rentrer déjà dans le monde informatique. J'ai fait beaucoup de stages en tant que, j'étais secrétaire, hein, dans des bureaux, ce genre de trucs et tout. Je faisais ça. Et, après, je suis arrivé à Pointe-Noire. Comme ce côté, j'avais pas d'ordinateur à la maison. Donc, du coup, j'étais un peu, je me baladais un peu. À Pointe-Noire, je faisais un peu n'importe quoi. Je vendais même de l'eau devant chez moi. Okay. À cette époque, jusqu'à ce que je rencontre des amis rappeurs qui font un peu de la musique et tout. Donc après, je commence à traîner avec ces amis-là et du coup, je traînais beaucoup avec eux dans un cyber. Donc dans le cyber, c'était non loin de chez moi. Ça s'appelait un Fou des Mille à l'époque. C'était un Vouveau. Donc du coup, j'arrivais dans ce cyber-là, je travaillais en mode bénévolat. Okay. Parce que j'étais très passionné de tout ce qui est ordinateur et tout ça, l'informatique. C'est addictif, hein? Voilà. Cyber, café et tout ça. Comme j'avais pas les moyens de trouver 1000 francs ou 500 pour pouvoir payer 1 heure, naviguer, télécharger les logiciels, j'avais pas aussi d'ordinateur à la maison. Donc en gros, ce que je faisais, c'est je passais mon temps sur l'ordinateur. J'avais sécurisé un ordinateur où parfois quand j'ai 500, je paye pour 1 heure par exemple. Après, je suis là, j'essaie de naviguer, j'installe des logiciels sur l'ordinateur de Trouy. Voilà, et puis la RAM aussi, elle n'était pas bonne, elle était de 64 mégas. Donc, vous pouvez pas faire grand chose avec. Donc, du coup, je me débrouillais avec ça. Et parfois, tu vas le soir, tu vas encore chercher 500, tu reviens. Tu te dis, ben, je vais travailler un peu, essayer de trouver comment fonctionne Adobe Premiere Pro. Et tu te retrouves avec un logiciel qu'on a formaté. Tout a été remis à zéro. Donc, parfois, tu es là. Ils mettent parfois des logiciels qui permettent à ce que tu mettes un code pour pouvoir travailler. Parfois, moi, je contournais ça. J'étais devenu comme un pirate. Voilà. Donc, au fur et à mesure, après, je commençais à apprendre Premiere Pro. Non, j'ai commencé avec After Effects. C'est le logiciel que j'ai connu. Et après, je continue à avancer. C'est jusqu'à ce que l'un de mes frangins avec qui je travaille dans le cyber me dise que non, voilà, on voulait bien tourner un clip. Moi, je leur ai dit, je pourrais bien faire ce clip. Ils ont dit, ah, toi, je pourrais bien faire le clip. Tu as jamais fait tes preuves et tout ça. C'est vrai qu'on voit que tu fais des montages photos, ce genre de trucs, mais tu n'as jamais tourné un clip. Comment ça va commencer? Comment tu vas le faire et tout? Et c'est comme ça que je leur dis que, bon, vous allez pas me payer, parce que moi, j'avais besoin de commencer quelque part. Il faudrait bien que tu fasses tes preuves pour pouvoir toucher d'autres artistes et tout. Comme j'avais eu cette occasion, je me suis dit, bon, qu'ils aillent louer le matériel. Donc, du coup, ils ont loué une caméra. Ils ont loué, je sais pas, 40 000 francs CFA, je crois bien. Ils ont loué la caméra. Et ensuite, moi, je leur ai dit, ben, que le caméraman vienne avec sa caméra. Je vais les diriger un peu comment filmer. Donc, du coup, on se retrouve à filmer. Donc, on se retrouve à filmer dans le cyber. Et à cette époque-là, les artistes urbains tournaient souvent devant des voitures, ce genre de trucs et tout, à la plage, qu'on voit un peu le centre-ville et tout, de Pointe-Noire. Et ils me posent la question, mais comment ça se fait? On va tourner dans un cyber sur fond vert. Ça ne se fait pas. Nous, on a loué des voitures. J'ai dit, non, on va tourner dans le cyber. Après, je vais changer le fond. Je dis, ah, comment ça, tu vas changer le fond? Non, je vais mettre les humeurs derrière. Je vais me mettre dans un autre environnement assez différent.
Elle a dit, ah, il y a des gars là qui viennent, des fans des artistes, ils commencent à dire, ah, yo, sur le continent de Rwanda, ton bêta, tout ça. On dit, on tourne plus sur le clip, la katia, la cyber, tout ça, ça se passe pas comme ça, et tout. Et les gars se sont vénères. Ils étaient tout le temps fâchés, et tout. Et heureusement, la chance que j'avais, c'est que ces artistes-là me faisaient confiance. Ils se sont dit, ok, c'est pas grave, on va tourner dans le cyber. On a tourné dans le cyber. Donc, en fait, on avait transformé le cyber en studio. Donc, on a mis le fond vert, on a commencé à tourner. On a fait des plans fixes. On a fait toutes les images dont j'avais besoin. Et puis, je suis reparti avec. Et quand je suis rentré avec... Non, bien avant ça, avant que je tourne même le clip, j'étais allé faire un stage dans un autre cyber. Et là-bas, on me payait pas, mais j'avais plutôt 1500 qu'on me donnait comme déplacement. Chaque fin de soirée, quand je finissais, donc ils me payaient 1500 ou 1300, je crois bien, un truc du genre. Donc c'était au rond-point Mawata. Donc du coup, j'ai fait ça pendant 3 mois. Et le 4e mois, tellement que j'étais bon, ils ont décidé de m'embaucher. Quand ils m'embauchent, ils me disent, ils vont me payer 60 000 francs à la fin du mois. Donc je me suis dit, c'est une bonne occasion. Maintenant, quand je touche ma paye pour la première fois, je prends la paye et je démissionne. Je vais acheter un ordinateur. Et c'est cet ordinateur-là qui m'a servi à monter le clip dont j'avais tourné. C'était quel type d'ordinateur? Je crois que c'était un HP. Un HP avec un Pentium 4. Avec 128 Go de RAM. Non, 128 mégas. On dirait 256 mégas. 256 mégas. C'était vraiment faible. C'était même pas 1 giga, je crois bien. Donc, je me suis débrouillé avec ça. J'ai lancé After avec ça. Donc, j'ai monté le clip sur Ulid. C'est un logiciel de l'époque. Ulid Studio et After Effects. Donc, j'avais pas tellement trop de possibilités avec Ulid. Mais à cette époque-là, j'utilisais pas encore Premiere. Donc, j'ai travaillé avec Ulid et After Effects. Donc, une fois que j'ai fait ça, après le clip, j'ai appelé mes frangins, ils ont regardé le clip, ils étaient émerveillés, ils se sont dit non, ça c'est pas toi qui as tourné ça. Ils m'ont demandé même d'ouvrir le projet pour qu'ils regardent les effets que j'ai utilisés, comment j'ai utilisé ça. Je leur ai montré, ils se sont dit c'est incroyable. C'est comme ça que j'ai lancé mon premier clip. Après, la suite, tout le monde... C'est une belle histoire. Voilà. Ok. Maintenant, l'apprentissage, vous le faisiez comment? Vous suivez les tutos sur YouTube ou bien sur des sites? Comment ça se faisait l'apprentissage en tant qu'autodidacte? Oui, l'apprentissage, c'était sur YouTube. Donc, je suivais beaucoup des tutos. Et déjà, à cette époque-là, je regardais beaucoup ce que les Américains faisaient parce que moi, je suis toujours convaincu de ce que eux ils font. Donc, du coup, il y avait un peu la barrière de la langue, mais voilà, j'essayais un peu de traduire pour comprendre un peu. Bon, souvent les tutos, c'est on te filme l'écran, on montre un peu comment où cliquer et tout ça. Donc je suis là, je suis seulement les clics. Parfois tu n'écoutes pas, mais tu suis seulement les clics et puis tu avances. C'est juste ça. Donc c'était un travail aussi pénible. C'est comme si la nuit tu dormais pas trop. Il faut que tu aies ton ordinateur personnel. Non, j'étais même très content. Hein. J'étais même très content que j'avais pu avoir mon ordinateur. Même mon ancien gars qui était en train de m'employer au niveau du cyber, il m'appelait tous les jours. J'ai dit non, moi j'ai pas besoin. En fait, moi de base déjà, je voulais pas avoir de boss dans ma vie. Moi j'aime depuis mon jeune âge, j'aime toujours travailler en mode freelance. Voilà, je travaille de mon propre compte en fait. Voilà, j'aime pas que quelqu'un puisse me diriger, tout ça, tout. Donc je me sentais tranquille que je fasse des nuits blanches, je sais pas comment, j'avais ma machine, j'étais libre de faire ce que je voulais. Je dépendais plus des cybercafés ou je sais pas, des trucs genre non. C'était bon. Alors ces premiers clips là, ça existe jusqu'à aujourd'hui, on peut voir ça en ligne? Oui, le clip il est disponible sur ma chaîne YouTube, c'est l'une des premières vidéos que j'avais publiées, je crois bien. Ça s'appelle les New Boys tiré on représente nos rues, c'est le titre de la chanson. Ça doit rester parce que ça fait partie de l'histoire. Vraiment, ça fait donc vraiment.
Ça compte de beaucoup. Oui, c'est bien, c'est très intéressant. Alors, vous êtes rentré dans ce monde des réalisations en tant qu'autodidacte. Vous vous battez vous-même. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre début et dans votre parcours? Ben, les difficultés, c'est un peu comme ce que j'ai dit, hein. Déjà, au tout début, c'était déjà pour trouver une machine. C'était très, très difficile. J'avais pas de PC à la maison. J'avais pas de coin où aller travailler. Donc, j'étais là avec mes petits revenus que je gagnais à l'époque. Donc, parfois, tu squattais le cybercafé, tu travaillais en mode bénévolat. Tu étais là, tu faisais rentrer des chansons dans les téléphones des gens. À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui venaient avec les Motorola V3i, les i7 et tout ça. Donc, tu es là, tu fais rentrer une chanson à 50. Donc, parfois, dans la journée, tu te retrouves avec 2000, 3000. Tu te dis, tu as fait une très bonne journée. Et puis, voilà, hein, c'était très difficile. Mais après, le plus important, c'est d'avoir de la détermination, de la discipline et beaucoup de motivation parce que c'est pas facile. Surtout quand, la passion. Surtout quand tu n'as pas encore fait tes preuves, quand tu n'as pas des exemples pour montrer ce que tu vaux. C'est très, très difficile. Mais sinon, au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des connexions parce que j'ai eu à travailler avec les New Boys. Les New Boys m'ont mené un groupe de danse qu'on appelait à l'époque Team Strong. Après Team Strong, j'ai eu Mixstone. Mixstone après DJ Wilson. Et puis c'est parti. Le nom commençait à évoluer jusqu'au fur et à mesure. J'étais très motivé jusqu'à ce que ça prenne, quoi. Okay. Donc on comprend bien que la passion, beaucoup de passion, dans ce que vous faites, vous aimez ça tellement que vous y passez beaucoup d'heures. Et c'est un travail qui vous chronophage, qui vous bouffe beaucoup trop de temps. Parfois, vous ne dormez même pas. Je suis passé sur votre page Facebook pour voir. Vous le dites clairement, parfois 3 nuits blanches. Je suis allé pour regarder une vidéo que vous avez tournée lors de la réalisation du clip Wolo, les matchs, je crois. En fait, en une journée, on a tourné 3 clips. En fait, le clip Wolo, ça s'est passé comment? On avait une journée et chaque une ou 2 heures, fallait faire un clip. Donc parce que en fait, j'étais en train de rentrer sur Pointe-Noire. Donc du coup, le même jour, non, c'était quoi? Le même jour, je voyageais et on était en train de tourner dans des studios. Donc il y a des décors, ce genre de trucs et tout ça. Et du coup, on avait loué les décors, mais ça coûte très cher. Donc du coup, il faut être précis dans ce que vous voulez faire. Voilà. Donc du coup, on a utilisé certains décors et en gros, en fait, c'est là où tu comprends que tu n'as pas besoin vous n'avez pas besoin de 2-3 jours pour tourner un clip. En fait, il faut juste savoir ce que vous voulez. Et après, ça avance très rapidement. D'accord. Je voulais revenir un tout petit peu dans vos débuts. Sur votre page, vous avez publié une photo quand vous êtes encore trop jeune avec votre Canon 550D. Vous pouvez nous parler de l'histoire de cet appareil-là? Ben, cet appareil, je crois que c'est l'un des premiers appareils photo que j'ai eu à avoir dans ma vie. Parce que j'ai un oncle, il s'appelle Bienvenue Manamika, on porte le même nom. Donc lui, à mes débuts, j'avais pas de caméra. J'utilisais la caméra d'un de mes grands qui s'appelle Franck Mawel, le PDG de Yakala FM. Donc je travaillais en partenariat avec lui. Lui, il avait une 500D. Donc on avait commencé à travailler ensemble. Après, je me suis dit, je peux pas toujours dépendre de quelqu'un. Il fallait que j'ai mon propre matériel. Et c'est là où je contacte mon oncle, vu que j'avais pas les moyens. Je contacte mon oncle pour voir s'il peut me trouver cette caméra, une 550D. Et c'est là où il me dit, ok, on va voir, il n'y a pas de problème. Il croyait que j'étais en train de lui raconter des bobards ou bien des histoires pour pouvoir lui bouffer un peu d'argent.
Donc ensuite, il s'est peut-être dit, bah lui, il s'y connaît pas dans ce métier-là. Je vais le tenter un peu. Il m'envoie une caméra bizarre, toute petite comme ça. Et dit, ah, mais ça, c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé Canon 550D. C'est ça que je cherchais. Après, il me dit, après, c'est déjà pas qui coûte cher à l'époque. Et ça coûtait, je connais plus le prix exactement, mais c'était plus de 1000 euros. C'est très... D'accord, c'est bien, c'est intéressant. Votre histoire est très passionnante. Ah, merci donc, beaucoup. C'est aussi inspirante. Parce que vous voyez, on voit comment est-ce que vous avez commencé. Autodidacte, pas facile. Apprendre de soi-même. Vous n'avez pas de mentors. Si vous êtes bloqué, vous n'avez pas personne. Avec les logiciels Adobe qui sont réputés être compliqués. Mais de soi-même, on arrive à avancer, à évoluer. C'est vraiment un parcours qui inspire de telle sorte que c'est dans le même cadre que ces podcasts. Donc, pousser les gens à agir. On n'a pas d'excuses. Je n'ai pas de moyens, vous n'avez pas de moyens. Vous avez dit que vous vendez de l'eau, vous travaillez bénévolement. Mais question de squatter un ordinateur, installer, hacker, pas facile, mais c'est une très très belle histoire qui inspire, qui va devoir inspirer les jeunes d'aujourd'hui. Et puis donc votre carrière a commencé à progresser petit à petit. Et à quel moment vous avez constaté que vous avez pris de l'envol? À quel moment j'ai constaté que j'ai pris de l'envol? C'est quand il y a un vieux à moi qui m'appelait, le vieux Christian Engani, que je salue. Donc c'est lui qui me dit, mon petit, j'aurais besoin de toi pour les clips de mon artiste. En fait, le vieux là, c'est un visionnaire. Il avait vu un clip de moi, un clip que j'avais réalisé avec Teddy Benzo, Doll City. Il avait aimé les couleurs que j'avais ressorties de ce clip là. Après, il s'est dit, mais le petit là, il a quelque chose, je dois le tester. Donc, lui, à cette époque, il était en train de sortir un artiste qui s'appelait Trésor Mvula. C'est la première fois que un artiste ou un producteur m'appelle pour aller à Brazza pour aller tourner un clip. Et j'avais jamais fait de clip au Bumba. Donc, j'étais plus hip-hop. Donc, c'était un peu stressant. Mais après, il m'appelle un jour, il me dit, ah, petit, vraiment, j'ai besoin que tu me tournes les clips de mon artiste. On va en faire plusieurs. Bon, comme je ne savais pas quel prix donner, j'avais appelé d'abord Bacchus, un gars avec qui j'ai beaucoup travaillé, surtout à l'époque, qui m'a beaucoup guidé aussi. Donc du coup, je l'appelle, je lui demande, ah, mais il y a le vieux Christian Engani qui m'a appelé par rapport au clip. Tu penses que je peux le taxer combien? Bacchus, il me dit, faut aller sur 500 000. Il dit, ok, c'est bon. Ça, c'était en 2012. Maintenant, le vieux là m'appelle. Il m'appelle encore. Il me dit, ah, mais petit, moi, j'ai besoin de toi, tout ça, tout. Donc, tes clips, c'est combien? Ah, moi, j'avais un peu peur. À cette époque-là, 500 000. Ah, je dis 500 000. Je coupe maintenant en deux. Il dit, ah, vieux, non, pour le clip, 250 000, c'est bon. Ah, mon Kanengwana. Oh, mais ça veut dire ton savon clip est belé. Moi, je m'attendais, je me dis, ah, merde. Ma cuisson avait dit 500 000, j'ai dit 250 000. Ah, mais c'est pas grave, bon, c'était pas mal aussi 250 000. Et c'est comme ça que je prends l'avion, je vais à Brazza, et j'ai commencé à tourner les clips de Trésor Mvula. Et après, les clips de Trésor Mvula ont commencé à passer sur Trace. Ça a fait à ce que ça développe vraiment mon nom, et puis c'était vraiment un coup de pouce très incroyable. Ça m'a permis de me faire connaître, et puis les clips passaient en boucle sur Trace Africa, donc j'ai commencé à avoir beaucoup de notoriété à cause de ça aussi. Et voilà. Et après, pouvez nous dire quelques réalisations, grandes réalisations connues que vous avez fait déjà jusqu'à ces jours? Ah, une grande réalisation. J'en ai fait beaucoup, que l'une des réalisations qui m'a beaucoup poussé, où on m'a beaucoup insulté aussi, c'est celle avec Fali. Où j'ai j'ai fait le montage du clip Nidia. Là où il y avait R. Kelly à l'intérieur. Voilà.
Ça, c'est l'un des clips où j'ai reçu beaucoup d'impressions. Et il faut vraiment savoir se tenir, surtout avec de très grands artistes comme ça. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que par le canal de Abdul Kaba, il me dit, ben voilà, j'ai un deal pour toi, voilà. Donc tu dois, parce que j'étais parti à Kin, c'était pour réaliser les clips de F-Victim. Donc j'ai eu à réaliser, il y avait une compilation qu'ils étaient en train de faire. J'ai tourné un clip de Chesco, un clip du collectif F-Victim. Et après, Fally, il avait bien apprécié mon travail. Et par la même occasion, Abdul aussi me dit, ben, je vais te présenter à Fally. Il y a un clip qu'ils ont eu à tourner aux États-Unis. Je voulais bien que tu montes ça. Voilà. Donc c'est comme ça que je fais le montage du clip. Donc les images ont été tournées là-bas et ils l'ont envoyé. Voilà. Je crois que ça a été tourné par un réalisateur américain et puis moi j'ai reçu les rushs. Voilà. Donc de base c'était Chris Macari qui devait les monter. Après finalement ça m'a été remis. On m'a remis toutes les images et j'ai fait le montage. Vous savez, avec les clips américains, il y a les étalonnages. L'étalonnage c'est pas comme ce qu'on voit au Congo ici. Ici là, les clips, la plupart des clips qu'on tourne, c'est souvent très clair, très coloré, tout ça. Mais les Américains tournent souvent les clips c'est très sombre, hein, les teintes sont souvent bleues, c'est beaucoup contrasté, ce genre de trucs et tout ça. Et le Congolais, c'est pas le genre de clip qu'il aime. Voilà. Donc du coup, quand le clip est sorti, il y avait eu beaucoup de polémiques. Voilà. Il y a eu maintenant beaucoup de gars qui font les émissions là, parfois ils rentrent quand même une box, ils t'insultent, hein. Ils te disent, mais ça c'est quel clip sombre, c'est n'importe quoi, tout ça, tout. Mais tu étais dans une guerre incroyable. Vraiment. Et moi j'ai dit quand même à l'artiste, à Fally, j'ai dit, mais vraiment la pression que je reçois là, il dit, Ozui, faut vivre ma gambaronnaise là. Pression de ouf. À un moment, je m'étais déconnecté des réseaux. Voilà, donc ça c'était l'un des plus c'était vraiment une belle expérience. Je peux pas oublier ça. Surtout la passe que m'avait faite Abdul Kaba, inoubliable. En tout cas, merci beaucoup pour ça. D'accord. Donc big up à lui. Donc et comme vous le dites dans une de vos publications, les moments les plus durs après avoir fait le montage, c'est que l'artiste vient pour regarder le rendu. Comment ça se passe habituellement? Ben souvent, parfois, l'artiste n'est pas là. Soit on envoie le clip j'envoie le clip sur WhatsApp. Et puis tu croises les doigts. Parce qu'il y a des artistes qui n'ont pas de goût. Il y en a d'autres aussi qui ont du goût, qui savent reconnaître l'art. Il y en a d'autres dans la tête, je sais pas à quoi ils pensent. Désolé vraiment, mais tu peux tomber sur un artiste qui sait pas ce qu'il veut. Donc, tu vas envoyer le clip, il va te dire c'est nul, c'est n'importe quoi et tout ça. Mais dès que l'un de son entourage vient dire que mais le clip là il est magnifique, il change d'avis. Il devient bon, Dan, finalement j'ai vu quelqu'un là et on a regardé le clip parce qu'il me dit que c'est bon, donc c'est bon. Donc du coup tu sais pas ce que tu veux. En gros c'est un peu ça. Donc ça dépend, mais c'est souvent ça stresse souvent un peu parce que de l'autre côté, il y a l'artiste qui se casse la tête pour dépenser des sous. Et la volonté ou bien le souhait d'un réalisateur, c'est que l'artiste soit content du résultat, en fait, du rendu final. Donc souvent, quand c'est souvent avec les femmes, parfois, elles vont te dire non, mon maquillage ici, c'était pas bon. J'étais pas trop belle dessus. Parfois, elle va te dire, c'est pas toi le problème, c'est moi, je me trouve pas belle dessus, donc le clip ne peut pas sortir. On vit plusieurs histoires comme ça. C'est compliqué. Parfois, vous êtes obligé de pouvoir revenir sur le travail. Oui. Il y a des clips jusqu'à aujourd'hui, ça fait 3 ans, c'est pas encore sorti, toujours en pleine modification. Waouh. Oui. Il y a des artistes qui vont te dire, non, voilà, travaille d'abord sur autre chose. C'est surtout les femmes, On te dit, non, travaille d'abord pour toi sur autre chose.
toi et moi, on va se revoir un peu plus tard, j'ai d'autres trucs à gérer. Parfois, on se revoit 6 mois, 7 mois après, mais tu n'as plus la même motivation. Ok. Et tu n'as plus la même vision du projet parce que ça fait longtemps que tu étais dessus. Donc après, il faut te remémorer qu'est-ce qu'on devait faire. Or, j'aime pas travailler comme ça. J'aime travailler sur dans le tas. Là, on a déjà fait les images. Quand c'est chaud, là, tu sais déjà ce que tu as fait. Tu as un peu la vision encore, la tête encore toute fraîche. Tu peux faire le montage. Mais quand ça date, là, laisse tomber. C'est compliqué. Donc, vous êtes dans un travail beaucoup plus créatif où vous devez imaginer des choses pour leur redonner la vie. Il faudra beaucoup s'inspirer. Mais d'où vous vient l'inspiration? L'inspiration, c'est le quotidien. Je passe beaucoup de temps aussi sur TikTok. Donc, il m'arrive des fois de regarder un peu ce que font les Américains, les étrangers et tout. Je m'inspire un peu de ça. Je regarde souvent certains clips aussi. Il m'arrive souvent aussi de me balader dans mon quartier, d'avoir un peu d'inspi. Donc, je m'inspire un peu de tout. De tout. Tout ce que vous voyez. Tout ce que je vois. J'essaie de transformer, de mettre toujours à ma sauce et tout ça. Ok, d'accord. J'ai regardé un clip que vous avez tourné, je ne sais pas si je vais appeler ça un clip, un court-métrage, je ne sais pas. Mais je pense que ça a été bien fait. Il y a une des personnes que vous avez publiées, mais c'est, je crois, Michel Agaton. Oui. Un scénariste. Oui, les clips des Jam Kiss. C'est un véritable bijou. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est un clip? D'où vous est venue l'inspiration pour réaliser? Est-ce que c'est les paroles de la chanson? C'était comment? En fait, en gros, c'est l'artiste qui était venu me voir. C'est un artiste que j'aime beaucoup. En fait, il fait partie du label d'un bon ami qui s'appelle Nos April. Donc, je suis en collaboration avec ce label-là. Et du coup, l'artiste est venu me voir et me dit, je suis beaucoup attaché à cette chanson. J'aimerais qu'on réalise le clip de cette chanson, mais je veux pas que ça soit juste un clip normal. Je veux que ça soit un truc assez spécial. J'ai dit, essaie de développer un peu ton idée pour que je comprenne un peu le truc. Il dit que lui, il a toujours rêvé de jouer dans un film. Donc, il a essayé de développer un peu, de me donner un peu sa vision des choses. Je me suis dit, ok, y a pas de problème. J'ai dit, laisse-moi réfléchir et je vais te revenir demain. Donc, le lendemain, j'ai écouté la chanson toute la nuit. J'ai écrit un scénario et je l'ai remis. En fait, c'est un clip, c'est un mi-clip, mi-court-métrage. Voilà. Donc, on a essayé de faire le mix des deux. Et du coup, j'ai écrit un peu toute la scène, tous les scénarios. Et ensuite, j'ai directement pensé à mon actrice, Sarah Tass. Et du coup, après, c'est parti de là. C'est bien. Est-ce que, parlant de ça, des travaux qui a été bien fait, est-ce que vous avez déjà eu des récompenses par rapport à vos différents travaux que vous avez réalisés? Oui, depuis l'époque où j'étais à DRTV, par exemple, quand je travaillais à DRTV, j'avais une récompense parce que là-bas, j'étais en tant que habilleur télé, c'est-à-dire pas habilleur pour les habits, mais habilleur, je faisais tout ce qui est jingle pour DRTV. Donc, on m'avait déjà récompensé pour ça par monsieur Sister Obaya. Après ça, j'avais eu un tap-tap d'or pour les clips de Trésor Vola. Ensuite, j'ai été récompensé plusieurs fois, je sais plus combien, par les Beat Street Awards. Et puis récemment là par Brazza Buzz. Félicitations, nous pensons qu'il y aura d'autres. Après, j'ai eu aussi des nominations. Par exemple, j'ai un de mes clips qui a été nominé au Togo. Un clip que j'avais tourné avec un Togolais en Chine. Donc, j'ai été nominé là-bas. Malheureusement, on n'avait pas gagné le prix, mais c'était sorti, je crois, 2e. Et puis, il y avait un autre clip aussi que j'avais tourné au Gabon avec un artiste qu'on appelle Doman. C'était aussi nominé en tant que meilleur clip. C'était, je crois, 3e ou 2e aussi.
Ok, d'accord. Et on voit que vous voyagez beaucoup. Ok. Oui. Beaucoup de voyages. Mais sur base de quoi vous choisissez les sites de tournage? Vous êtes en Espagne, vous êtes en Chine, vous êtes en France, à Paris. Mais sur base de quoi vous choisissez? Comment vous arrivez à choisir les sites sur lesquels vous allez faire les tournages? Ben, tout dépend de quand j'écoute la chanson et le concept du clip. Et ça dépend aussi des moyens parce que les voyages, c'est pas permis, c'est coûteux. Donc, du coup, par exemple, avec Lema, les clips au Congo, on en a beaucoup fait. Et la plupart du temps, on n'a pas toujours les décors qu'on souhaite. Donc, du coup, c'est à cause de ça qu'on va souvent en Chine. Parce qu'en Chine, là-bas, il y a plusieurs studios, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire au niveau de la Chine. Il y a plus de 1000 studios avec des décors incroyables, super différents. Et c'est vrai que c'est un peu plus cher, mais voilà, on veut de la qualité. Du coup, parfois on se déplace, on va en Chine, c'est là où on va tourner ces clips-là. Quelles sont les choses les plus intéressantes que ces métiers vous offrent? Ben, les plus intéressantes. Je pense qu'il y a déjà le fait de découvrir plusieurs pays. Hein. Okay. Il y a ce côté-là. Et puis, le fait de donner vie à ces inspirations, à ce que tu as dans la tête, parce que ça fait toujours plaisir. Hein. Tu réfléchis à quelque chose, tu penses à quelque chose, et puis tu arrives à matérialiser ça. Ça donne une certaine satisfaction. Et puis, ça te permet aussi de rencontrer plusieurs personnes, des personnalités, ça t'ouvre certaines portes. Et puis, voilà, il y a plusieurs avantages. Ça fait gagner aussi de l'argent? Ben, si ça faisait pas gagner de l'argent, je serais plus dedans. C'est vrai que c'est une passion avant tout. Oui, il faut être passionné. Il faut être passionné. J'ai fait beaucoup de sacrifices aussi. C'est pas que pour l'argent, mais sinon, en gros, voilà, c'est un métier que j'aime bien. D'accord. D'accord. Alors aujourd'hui, le monde évolue beaucoup avec la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle. Comment trouvez-vous l'avènement de l'intelligence artificielle? Pensez-vous que ça met votre métier en danger ou bien c'est un atout qui vous aide à pouvoir faire beaucoup mieux, beaucoup plus rapide? Bon, les deux. Vous pouvez être en danger parce qu'après, ça évolue très vite. Dans 5 ans ou 10 ans, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Ça va forcément encore évoluer. Surtout nous qui faisons les métiers de tout ce qui est audiovisuel là. Ça commence à beaucoup gagner du terrain parce qu'aujourd'hui, rien qu'avec du texte, vous pouvez générer une émission comme ça, par exemple, tel qu'on est là. On fait quelques prompts. Voilà, un petit prompt et tu te retrouves avec 2 personnes qui sont en train de parler avec un texte que tu as écrit sur le prompt. Il y a tellement trop de facilité avec cette manière de fonctionner. Il y a aussi des avantages dans le sens où, par exemple, le clip Wolo. Donc, j'ai eu à utiliser des intelligences artificielles. J'ai d'abord généré des images sur ChatGPT. De ce que je voulais, j'ai décrit ce que je voulais. Ensuite, j'ai pris les mêmes images, je les ai ramenées sur un site, j'ai oublié le nom, Xfield, je crois bien. Donc, je ramène ça sur ce site-là. Et ce site-là te permet de générer des vidéos de 5 secondes. Et tu décris carrément le mouvement de la caméra et tout ça. C'est-à-dire, à travers l'image que j'ai générée sur ChatGPT, je ramène sur ce site-là et je lui explique que non, ben, fais-moi une vidéo où, par exemple, la caméra fait un 360 sur l'avion et quand il génère ça, moi je prends ça, je récupère, je mets dans le clip Wolo. Ok, donc ça c'est ce qu'on a vu là, c'est pas dans l'avion, mais c'est plutôt généré. Non, il y a des prises qui sont réelles. Celles qui sont dans l'avion sont réelles. Maintenant, les prises de l'extérieur, on voit l'avion dans les nuages, ça c'est généré. Ça c'est généré. D'accord. Donc un mix entre voilà. S'il y a des avantages et des inconvénients. Mais après, moi, personnellement, mon point de vue, l'intelligence artificielle jusqu'à ces jours, c'est une intelligence
générative. Donc, il produit par rapport à tout ce qui a été produit avant. Donc, il ne crée généralement pas quelque chose de nouveau. Il travaille sur tout ce qui a été déjà fait. Il est entraîné, initié sur ce qui a déjà été fait. Et donc, l'homme a toujours sa place, mais la personne qui maîtrise très bien son travail peut bien utiliser l'intelligence artificielle pour aller beaucoup plus vite dans la réalisation de son travail. Et puis, sur votre page, toujours, il y a, je sais pas, c'est un concept ou bien une vision. Mukatito, c'est quoi? Mukatito, c'est déjà le nom Mukati, mon surnom. C'est l'un de mes surnoms qu'on m'avait donné dans mon quartier, à la case du parti. Mukati, pourquoi? Mukati, c'est en lari. Ça veut dire dedans. Donc, c'est-à-dire que tout ce que je fais, ça tombe toujours dans le mille. C'est-à-dire, j'arrive toujours à atteindre mes objectifs. Voilà. En gros, c'est ça. Et tour, c'est mis pour voyage. Voilà, c'est en anglais. Ça veut dire tourner, tout ça. Donc, c'est un peu ça. C'est, Mukatito, c'est un concept. C'est un cocktail entre, tout ce qui est voyage et making of des clips. Donc, c'est en quelque sorte un vlog où on voit Dan Scott dans tel pays, par exemple, en train de montrer comment se passe sa journée, de partager comment se déroule un tournage, de donner des astuces aux jeunes réalisateurs qui viennent se lancer, partager un peu son savoir, quoi. Son savoir, ce qu'on fait, ainsi de suite, pour inspirer également les autres, la jeunesse en particulier. Alors, s'il y a un conseil que vous pouvez donner à la jeunesse d'aujourd'hui, quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Le conseil que je peux leur donner, c'est déjà de pas se dire, de ne pas être effrayé de se lancer dans la réalisation. Parce que la plupart des jeunes se disent que non, moi, pour me lancer, il faudrait que j'ai une caméra dernier cri. Mais en fait, en gros, la caméra fait pour peut-être 30% du travail. Le reste du travail, c'est votre tête. Le cerveau. Voilà, le cerveau. Moi, aujourd'hui, j'ai eu à tourner des clips avec un iPhone. L'iPhone que j'ai en ce moment-là, l'iPhone 13 Pro Max. Donc, j'ai eu à faire des clips avec. Mais quand les gens me posent la question, ils se disent que c'est une vraie caméra. En fait, en gros, c'est juste le concept, l'idée que vous avez et savoir comment gérer la lumière, gérer les images, savoir comment étalonner. C'est plus dans la tête. Il faut pas se dire que c'est parce que j'ai une caméra qui coûte 10 ou 20 millions que mon clip sera ouf. Vous pouvez prendre, je sais pas, n'importe quel réalisateur, s'il n'est pas talentueux, il peut avoir une Red ou une Harry, et puis vous fournir aussi un travail pour eux. Mais moi, je peux être là avec une GH5, par exemple, celle que je vois là, et vous fournir un travail de ouf. Donc, c'est juste ça, c'est plus la tête. Donc, aujourd'hui, si vous avez un téléphone, moi, j'ai démarré, je faisais certaines images avec un téléphone, surtout à l'époque, en 2009-2010. Et puis, ça m'a pas bloqué, hein. Au contraire, ça m'a permis de développer mes compétences en termes de prise de vue et d'évoluer au fur et à mesure, quoi. D'accord, c'est bon. Donc, vous avez un parcours qui inspire, qui va inspirer la jeunesse d'aujourd'hui. Mais personnellement, vos perspectives d'avenir, vos projets, vous voulez avancer certainement sur quoi vous projetez dans l'avenir? Ben déjà, en ce moment, je suis en train de travailler sur ma série qui s'appelle Trouble. C'est vrai que les gens se posent un peu jusqu'à présent la question de savoir c'est à quel niveau, parce qu'on avait lancé un court-métrage, après on n'en parle plus. Mais en fait, si j'étais allé en Europe récemment, là, c'est parce que j'étais allé rencontrer... En fait, il y a un truc qui s'était passé. À l'époque où j'ai tourné le court-métrage, je l'avais fait avec mes propres fonds. On a fait l'avant-première, ça s'est bien passé, il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de monde. Et après, j'ai eu envoyé le film à plusieurs personnes. Et ça avait plu à Monsieur David Monceau, le producteur ivoirien. Donc du coup, il s'était dit, moi je voulais bien qu'on en fasse une série. Parce que lui, il a une plateforme qui est un peu comme Netflix et tout ça. Donc il voulait bien ce contenu-là
exclusif pour sa plateforme. Donc, on s'est mis au travail. Et j'ai commencé à travailler avec Michel Agaton, un très grand scénariste que je salue. Et on a eu à travailler ensemble. Et je travaillais aussi avec un frangin, qu'on appelle Fajakir. On a eu à travailler tous ensemble. On a produit les scénarios, on a produit les 16 épisodes. Bon, il a produit, hein, c'est Michel Agaton. On n'a rien de temps. Il a fait ça combien? Deux mois ou un truc du genre. Il a produit 16 épisodes. Des épisodes de ouf. Si vous lisez ça aujourd'hui, c'est incroyable. Donc, du coup, après, fallait les envoyer au producteur. Le producteur avait validé. Malheureusement, il y a eu un événement. Le producteur a perdu sa mère. Donc, du coup, tout a été stoppé. On avait commencé déjà le casting. On devait lancer le démarrage de la série. Mais malheureusement, à cause de cet événement, on n'a pu rien faire. Donc, j'étais parti en France. Quand je suis arrivé là-bas, il a appris que j'étais sur place. Et c'est là où il a voulu qu'on reprenne le projet. Donc là, on est en discussion. Donc, du coup, peut-être début d'année prochaine, on va commencer avec le tournage de la série. Et puis, si Dieu le veut, ça sortira au moment voulu. D'accord, on vous souhaite vraiment toutes les bonnes choses. Merci beaucoup. Et que cette série puisse avoir plein de succès. Merci beaucoup. Et ça puisse avoir aussi les récompenses. Ça va aller. Donc, je pense que c'était un plaisir de discuter avec vous, de partager votre histoire, votre parcours inspirant ensemble, qui va inspirer certaines personnes, les pousser à passer en action, parce qu'on peut avoir des idées dans la tête, mais lorsqu'on ne passe pas en action, rien ne va se faire. Hein. Vous m'avez posé une question tout à l'heure sans vouloir vous couper. Vous m'avez dit pourquoi les réalisateurs aiment exposer les femmes et tout ça. Oui. Afficher leur postérieur et je sais pas quoi. C'est pas nous. Pas nous les réalisateurs. Si vous tombez, par exemple, sur un clip de Booba, vous allez voir qu'il y a beaucoup de femmes dénudées, ce genre de trucs. Chaque artiste a sa direction artistique. Il y a, quand vous tombez par exemple sur un artiste comme Christo, lui ça c'est son domaine. Il a ce côté-là où il aime bien mettre les femmes en train de remuer leur postérieur et tout ça. Il y a d'autres artistes aussi que vous allez retrouver qui n'aiment pas ça. Donc ça dépend. C'est pas volontaire, c'est pas nous. Nous sommes pas des pervers, mais nous nous adaptons. Selon la demande. Voilà, selon la demande. Parce que si un artiste aujourd'hui dit dans sa chanson Ningisiao, tu es contraint. Tu n'as pas le choix que de mettre ça. Voilà. C'est pas volontaire, c'est pas que c'est nous qui souhaitons, non. C'est par rapport à la direction et les paroles. Et donc, faut lier les paroles au visuel. Voilà. Donc, c'est juste ça. D'accord. Donc, c'était un plaisir de discuter avec vous. Et la communauté des réalisateurs au Congo, vous êtes nombreux? Oui, on est nombreux, quand même. Hein. Il y en a d'autres qui sont dans l'ombre aussi, qui sont un peu pas trop connus. Mais j'en vois beaucoup. Je regarde beaucoup ce qu'ils font et tout ça. Moi, je regarde tout. Hein. Parce que moi, ça me permet de voir où je peux me démarquer. Voilà. Donc, même si c'est un réalisateur, je sais pas qui vient de se prendre, je regarde. Oui, parce qu'un enfant de 8 ans, il peut te surprendre. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. Nous allons passer à une rubrique spéciale. On va vous ramener quelque chose et vous allez nous dire qu'est-ce que vous pensez de la chose qu'on va vous amener. Ok. Ah, ok. On va voir. C'est un drone. C'est un DJI Mini 3. C'est un très bon drone. Mais moi, souvent, ce que j'ai comme drone, c'est les drones FPV. Hein, parce que c'est bien. Mais sauf que ça permet de faire des prises basiques. Où on voit juste les maisons, ce genre de trucs. Or, les FPV ça nous permet de rentrer dans les endroits, se faufiler. Vous pouvez rentrer dans une fenêtre, sortir dans un coin.
Si vous remarquez aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéastes qui présentent des appartements avec un drone et ils rentrent par la fenêtre, ils présentent la chambre et ils passent au salon et tout ça. Mais sauf que ça ne permet pas ça. Mais sinon, ça c'est plus pour faire des prises basiques qu'on voit souvent à l'extérieur avec une vue un peu plus haute et tout ça, un peu cartographique, quoi. Mais sinon, c'est un bon drone. Je sais pas si ça fait de la 4K aussi, je sais pas. Je crois bien, je sais pas. J'ai jamais utilisé. FPV, c'est ça? FPV. FPV, c'est comme un drone, je sais pas trop ce que ça signifie, mais je sais que c'est un drone un peu freestyle. C'est-à-dire que ce drone-là, si vous l'utilisez, si vous essayez de rentrer dans une fenêtre, par exemple, il y aura la sécurité qui va vous bloquer. Ça peut pas rentrer, ça va pas avancer. Parce qu'il va détecter un obstacle. Or que, si vous utilisez un FPV, ça vous permet de faire des schémas un peu plus compliqués. Par exemple, là où il y a le trépied, là, il peut rentrer dans le trou, sortir de l'autre côté, passer, aller de... C'est un peu ça. Et piloter un drone, ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Mais après, si vous gérez déjà bien les jeux vidéo, tout ce qui est jeux de course, ce genre de trucs et tout ça, facilement, en quelques jours, vous allez apprendre. Moi, j'ai pas appris ça quelque part. C'est juste avec, comme vous étiez passionné des jeux vidéo. Voilà. Donc, comme c'est familier, donc, du coup, les FPV là, c'est vraiment, ça te permet de faire des schémas assez compliqués parce que celui-là, il est souvent comme ça. Or que les FPV, ça peut... Il peut basculer, faire des schémas, ça peut plonger comme ça, descendre, remonter, entrer dans des fenêtres, dans des endroits très petits. Ça vous permet d'avoir un peu une immersion un peu plus différente. Et c'est téléguidé autrement. Vous mettez un masque, et qu'on appelle un casque, et vous voyez l'image à travers le casque. Donc, c'est très immersif. Donc, vous êtes là, vous contrôlez le drone, tout ça, c'est un peu plus différent. Mais sinon, ça aussi, c'est bien. Mais ça, c'est plus basique, quoi. Les images un peu basiques, où on voit juste ton auteur et tout ça, bon. Voilà un peu. Comment vous utilisez les drones dans vos réalisations, dans les clips, dans les films? Bon, les clips ou dans les films, c'est souvent quand on va tourner par exemple, surtout la plupart du temps dans des endroits où, par exemple, le scénario demande à ce qu'on montre un peu, qu'on fasse un peu des vues un peu extérieures, où on voit un peu l'environnement, ou bien si, quand vous voulez situer le téléspectateur où se passe la scène, vous pouvez commencer avec une prise de drone où on voit par exemple le quartier en hauteur et ensuite vous allez maintenant sur des prises un peu plus proches, ce genre de trucs et tout ça. C'est souvent pour ça. Et sinon, vous avez remarqué que même j'utilise de moins en moins le drone parce qu'après, il faut vraiment que ça soit pour un besoin très précis. Sinon, après, vous faites seulement la même chose. Parce que moi, j'aime être très créatif. Donc, il m'arrive souvent... Il y a un clip que j'ai fait avec Titan, Dangereux, et puis Bioman. Et dans ce clip-là, j'avais besoin d'une prise assez spécifique. Et je pouvais pas faire ça avec ma caméra normale. Donc, du coup, j'ai utilisé un drone. J'ai aligné des voitures, des véhicules, au moins 3. Et le drone entrait entre les véhicules. Donc ça passait. Voilà. Des fenêtres là, ça rentrait, ça rentre. Ça donnait un effet spécial. Voilà, ça rentre, ça sort dans l'autre véhicule, ça continue et continue. Sauf qu'avec ça, vous pouvez pas faire ça. Il faut faire ça avec un FPV parce que ça brise un peu toutes ces limites là. Donc ça vous rend un peu plus créatif. C'est juste ça. D'accord. Donc l'imagination a toute sa place. Voilà. Au-delà des outils qu'on utilise. C'est un peu ça. Merci. Donc, c'était un plaisir d'être avec vous. On espère vous revoir prochainement. Le plaisir est partagé en tout cas. Merci. Donc, merci pour votre invitation. Merci. À très bientôt pour nos auditeurs pour une autre émission. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à pouvoir vous abonner, de cliquer sur le bouton bleu, la mention j'aime. Comme ça nous aidera. Si y a des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Nous nous donnerons le plaisir de pouvoir vous répondre dans toutes vos préoccupations.
À très bientôt pour d'autres émissions sur notre chaîne.